Troisième partie d'Hannah Arendt, les origines du totalitarisme, tome 1 sur l'antisémitisme. La naïveté de Disraeli l'amena à croire à un lien entre toutes ces forces secrètes. Les premiers jésuites étaient juifs. La mystérieuse diplomatie russe est dirigée par des juifs. On trouve des hommes de race juive à la tête des groupes socialistes et communistes. Le peuple de Dieu collabore avec des athées. Les plus habiles amasseurs de biens s'allient aux communistes. L'élu se lie aux castes les plus basses. Trouvailles d'Hitler, alliance secrète du capitalisme juif et du socialisme juif. Cette chimère, pour imaginaire et incroyable qu'elle fût, avait sa logique propre. La vérité est que les fils de millionnaires juifs étaient attirés par les mouvements de gauche, car leur père banquier n'était jamais entré en conflit de classe ouvert avec des ouvriers. Aucune conscience de classe qu'avaient les fils de familles bourgeoises. Les convictions de Disraeli étaient d'expliquer ce qui paraissait mystérieux et qui était en fait chimérique. Le déclin de la France fut causé en partie par l'expansion économique des autres. Paris, la capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin joua un petit rôle au XXe siècle. Marcel Proust, quand les circonstances l'imposaient, affirmait son identité juive. Le plus grand écrivain français du XXe siècle passa sa vie exclusivement en société. Tout au long de la recherche du temps perdu, sa réflexion appartient à la société. Vie intérieure, transformée en expérience intérieure, miroir dont le reflet révèle la vérité. Époque où la société s'est libérée des préoccupations publiques. Proust décrit la façon dont la société assimile le raffiné et le monstrueux, ou encore l'homme de génie autour duquel la société se rassemble dans l'espoir d'entendre le secret de l'infini. Toute société exige de ses membres une part de comédie et de jouer ce qu'ils sont réellement. Avec l'affaire Dreyfus et la menace politique qu'elle comportait sur les droits des juifs français, les juifs jouissaient d'une notoriété ambiguë. La société réagissait par une préférence marquée pour les juifs. Fin 1894, Alfred Dreyfus, officier juif appartenant à l'état-major, fut accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Le verdict fut la déportation à vie dans l'île du Diable, unanimité d'un procès à huis clos. On montra un dossier volumineux d'un bordereau, une lettre adressée à l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen. Le colonel Picard, nommé à la tête du service de renseignement, a acquis la conviction de l'innocence de Dreyfus et la culpabilité du commandant Valsin Esterhazy. Picard fut muté. Bernard Lazare publia le pamphlet « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Fin 1897, Clémenceau commença son combat pour la révision du procès. Dans le journal de Clémenceau, en janvier 1898, Zola publia « J'accuse ». Picard fut arrêté, Zola jugé pour diffamation envers l'armée. Esterhazy fut limogé pour détournement de fonds et révéla que c'était lui et non Dreyfus l'auteur du bordereau. Il avait imité l'écriture de Dreyfus sur l'ordre du colonel Sander, son supérieur, ancien chef du service de contre-espionnage. Le colonel Henry avoua avoir falsifié d'autres documents et se suicida. La peine fut commuée en 10 ans de détention pour circonstances atténuantes, puis graciée par le président de la République. L'exposition universelle s'ouvrit à Paris en avril 1900. Mais Dreyfus ne bénéficia jamais d'un acquittement dans les règles. La réhabilitation de l'accusé ne fut jamais reconnue par les Français. Alfred Dreyfus fut agressé dans la rue lors du transfert du corps de Zola au Panthéon. Son agresseur a quitté le tribunal indiquant le désaccord avec le jugement.
À la mort de Dreyfus en 1935, la grande presse évita tout commentaire. La gauche l'innocentant, la droite rappelèrent sa culpabilité. Lors de la condamnation de Pétain, la Voix du Nord de Lille compara ce procès à l'affaire Dreyfus et prétendit que le pays restait divisé comme il le fut après l'affaire Dreyfus. Le tribunal ne pouvant apporter à tous les Français la paix de l'esprit. Chaque affaire au XIXe siècle était un test de l'impartialité totale de la loi. Une erreur judiciaire faisait naître des passions politiques. Les aspects politiques de l'affaire Dreyfus sont la haine des Juifs et la méfiance à l'égard de la République et de l'appareil d'État. Le terme anti-Dreyfusard est resté synonyme d'anti-républicain, d'anti-démocratique et d'antisémite. La vérité, l'effondrement de la France est dû au fait qu'elle n'avait plus de vrais Dreyfusards, plus personne pour défendre ou réaliser la démocratie, la liberté, l'égalité et la justice dans un régime républicain. On comprend pourquoi la France fut une proie si facile pour l'agression nazie. Avec la discrimination anti-juive, du mort aux juifs, toute une nation avait passé son temps à se demander qui dirigeait la politique mondiale. Philosophie véhémente et nihiliste qui a pour essence une haine de soi. L'affaire Dreyfus est une affaire criminelle, étrange et mal éclaircie. Son héros est Clémenceau et commence avec le scandale du Panama. Sous la direction de Lesseps entre 1880 et 1888, qui avait construit le canal, n'avait guère réussi à avancer les travaux. En revanche, des souscripteurs privés pour la compagnie garantie par le Parlement ont obtenu 1,3 milliard de francs. La construction du canal fut assimilée à une entreprise publique et nationale plutôt que privée. Quand la compagnie fit faillite, la politique étrangère de la République en souffrit. La corruption fut ce qui transforma une affaire privée peu saine au départ en une gigantesque escroquerie avec l'espoir de nouveaux capitaux. Il n'y avait ni juifs parmi les députés il n'y avait ni juifs parmi les députés soudoyés, ni dans le conseil d'administration de la compagnie. Mais Jacques Reynard et Cornelius Hertz distribuaient les bakchiches à la Chambre ou au parti bourgeois, l'autre aux radicaux. Plus la situation de la compagnie était incertaine, plus le taux des commissions montait. Reynard se suicida, harcelé par la Chambre, par le chantage de Hertz, et donna, avant sa mort au journal antisémique Le Libre Parole, la liste des parlementaires soudoyés, les chécards. Du petit journal, le tirage augmenta à 300 000 exemplaires. La liste des coupables fut publiée à petite dose, supplice des hommes politiques. Le journal de Drummond et le mouvement antisémite devenaient une force dangereuse dans la Troisième République. L'affaire révéla que les intermédiaires entre l'entreprise privée et l'appareil d'État étaient presque exclusivement des juifs. Pendant la crise entraînée par l'affaire Dreyfus, ce n'est pas le clergé régulier qui influença la ligne politique de l'Église catholique. Sa politique réactionnaire fut le résultat de l'influence des jésuites, conséquence de la règle jésuite qui veut que tous novices fassent la preuve qu'il n'a pas de sang juif en remontant jusqu'à la 4e génération. Or, depuis le début du XIXe siècle, la direction de la politique internationale de l'Église était passée entre les mains des jésuites, Heinrich Böhmer. L'Église est devenue en réalité une monarchie absolue, ce que Bellarmine réclamait d'elle, lutte entre les juifs et les jésuites comme une lutte entre deux rivaux, haut clergé contre plutocratie juive. Arme puissante avec peut-être l'antisémitisme. Hitler exploita la grande pensée politique de l'antisémitisme, les jésuites recherchant à prendre part à la gestion politique de l'État. Dreyfus fut le premier juif à rentrer dans l'état-major. Ainsi, la haine anti-juive était déchaînée. Après le scandale du Panama, l'emprunt russe placé par les Rothschild augmentait la méfiance à l'égard des juifs. Le drame dreyfusien est en réalité une comédie. L'unité brisée de la France se réconcilia avec l'exposition de Paris en 1900.
ni les éditoriaux de Clémenceau, ni Zola et sa rhétorique, ni les discours de Jaurès, ni la haine populaire, ni le revirement du Parlement sur le problème de la révision du procès ne se comparera à la peur du boycott de l'exposition. Le président Loubet gracia Dreyfus et liquida toute l'affaire. L'exposition pouvait ouvrir dans une fraternisation générale. Défaite de Clémenceau, qui dénonça amèrement cette grâce et cette amnistie ambiguë. Quand le succès de l'expo fut assuré, la vérité se fit jour, et la Société de Jésus dut mettre un terme à sa querelle avec la Troisième République. La fin de l'affaire Dreyfus marqua aussi la fin de l'antisémitisme clérical. Le compromis adopté par la Troisième République restreignait les activités des organisations catholiques. Les adversaires étaient placés hors la loi et la question juive d'un côté et le catholicisme politique de l'autre étaient désormais bannis de l'arène des réalités politiques. Ainsi se termine le seul épisode où les forces souterraines du XIXe siècle se soient montrées dans la pleine lumière de l'histoire. Sa seule conséquence visible fut la naissance du mouvement sioniste, seule réponse politique que les Juifs aient jamais trouvée à l'antisémitisme et seule idéologie qui ait tenu sérieusement compte d'une hostilité qui allait les placer au cœur des événements mondiaux. Fin de la troisième partie et de l'ouvrage. Merci.